Ma recherche porte sur le croisement entre deux approches, soit l'approche territoriale, puis le design pour l'innovation sociale, pour favoriser la justice sociale, environnementale et alimentaire. Donc, je vais essayer de présenter les grandes lignes de ma recherche, puis où j'en suis en 10-15 minutes, puis ensuite on pourra peut-être approfondir pendant la période de discussion. Donc, je vais commencer par vous parler du contexte général dans lequel s'inscrit ma recherche. Donc, le système alimentaire industriel dominant pose un réel défi en ce qui concerne autant la justice sociale, la durabilité écologique, la santé des communautés, puis la gouvernance démocratique. Et face à cette situation-là, il y a un nombre croissant d'initiatives alimentaires qualifiées d'alternatives qui ont émergé, surtout depuis le début du 21e siècle, pour proposer des solutions viables, puis qui sont ancrées dans les contextes locaux pour contribuer à la sécurité alimentaire. Dans le cadre de ma recherche, je m'intéresse aux actions collectives en lien avec la sécurisation alimentaire. Donc, la sécurisation alimentaire, c'est une approche systémique qui englobe l'ensemble des actions, processus, puis des apprentissages qui visent à améliorer une situation alimentaire. En proposant des nouvelles formes de rapports, puis des nouvelles façons de faire, c'est un mouvement qui va dans le sens d'une société plus humaine, plus juste et plus équitable. Et donc, les initiatives de lutte pour la sécurisation alimentaire viennent s'inscrire dans le cadre d'un grand projet de transition sociale et écologique. Il y a une revue de littérature qui a été réalisée par Singers et al. En 2016 qui dégage plusieurs avenues de recherche concernant le rôle des expérimentations pour participer à la transition. Les auteurs soulignent entre autres la pertinence d'approfondir un cas, puis d'étudier les pratiques qui se déroulent au sein de l'expérimentation. Donc, plus précisément, il importe de voir comment les initiatives se construisent, sont organisées, puis opérationnalisées par divers groupes, donc comment elles cohabitent aussi avec d'autres activités du milieu, puis quelles sont les options qu'elles mettent de l'avant face au modèle dominant. Donc, la pertinence de faire un lien avec la justice a aussi été soulignée par la revue. Donc, cette piste de recherche m'amène à étudier le processus de co-création d'un projet de fermette et d'agriculture urbaine qui va prendre place dans le quartier de montréalais de Pointe-Saint-Charles, plus précisément sur le site du bâtiment 7, dès l'été prochain. Donc, pour ce faire, je vais croiser l'approche territoriale avec l'approche du design pour l'innovation sociale. Donc, je vais plus parler du design pour l'innovation sociale parce que je me doute que c'est peut-être un concept qui est un peu moins connu ici. Donc, à la base, le design pour l'innovation sociale, ça concerne tout ce que les designers professionnels ou experts, donc de profession, peuvent faire pour activer, soutenir ou orienter des processus de changements sociaux vers la durabilité. Toutefois, il y a différents auteurs qui apportent une nuance sur le fait que dans certaines situations, il y a des individus ou des collectivités qui vont jouer le rôle de designers ou d'experts de leur quotidien, selon les compétences créatives qu'ils développent, puis selon leur motivation. Donc, on parle alors de design diffus plutôt que de design expert. Et plus concrètement, il y a Manzini, qui est le designer et chercheur qui a développé en grande partie l'approche, qui dresse dans son livre le portrait d'un protagoniste, soit celui d'une personne qui serait plongée dans son quotidien, qui prend part à des conversations variées et qui est le nœud de différents réseaux. Donc, c'est une personne qui design ou co-design ses actions en opérant un peu comme un bricoleur, finalement, à la recherche de ressources, que ce soit matérielles, des services, des idées ou des savoirs, en les adaptant puis en les réinterprétant pour former un projet de vie qui, lui, est souvent collectif. Donc, dans son ouvrage « Design when Everybody Designs » et le réseau DESIS, qui est finalement Design for Social Innovation and Sustainability, il présente plusieurs expériences qui sont qualifiées de cas de design pour l'innovation sociale, alors qu'il y a certains de ces cas qui impliquent la contribution de designers experts dans le processus de conception des projets. Il y en a d'autres qui sont plutôt engendrés par la créativité individuelle ou collective, la mise en commun de ressources et les atouts propres au contexte local, comme les savoirs et les expertises traditionnelles. Et il me semble qu'il y a plusieurs éléments du projet qui fait l'objet de mon analyse,
dans la manière dont ils sont mis en œuvre, qui gagnerait à être étudié à partir des principes de cette approche-là. Donc, en approfondissant les notions théoriques, j'ai tout de suite pensé au bâtiment 7, qui est qualifié de fabrique d'autonomie collective. Donc, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un ancien bâtiment ferroviaire qui a été reconverti par la population de Pointe-Saint-Charles et qui aspire à devenir un moteur de transformation culturelle, économique, politique, environnementale, puis sociale. Donc, il y a une première phase qui a ouvert ses portes en 2018, qui comprend entre autres des ateliers collaboratifs, l'épicerie autogérée Le Détour, une microbrasserie, puis des projets d'agriculture urbaine à l'extérieur. Pointe-Saint-Charles, il fait partie en fait, des quartiers urbains qui sont encore aujourd'hui affectés par les conséquences d'une désindustrialisation accélérée qui a été accompagnée par la précarisation puis la stigmatisation d'un nombre non négligeable de sa population. Il y a une partie importante des résidents du quartier qui sont confrontés aujourd'hui à des enjeux en lien avec la défavorisation économique et sociale, puis l'insécurité alimentaire. Donc, l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est celui qui présente le deuxième taux d'insécurité alimentaire le plus élevé à Montréal, soit 10,1 %, précédé seulement par Montréal-Nord. Puis, à Pointe-Saint-Charles, le secteur situé au sud de la rue Wellington, il a été identifié comme un désert alimentaire par une étude menée par la Direction de la santé publique en 2007. Donc, c'est un secteur qui présente en même temps le plus haut taux de défavorisation économique et sociale du quartier. C'est en fait le seul secteur dont la portion des résidents qui vit sous le seuil du faible revenu est supérieure à 30 %. Donc, le quartier il est aussi confronté à des enjeux en lien avec la gentrification. Donc, il y a des transformations physiques et sociales qui ont lieu, qui affectent le mode de vie, le milieu de vie en fait des anciens résidents de Pointe-Saint-Charles et qui ont un impact aussi sur leur vie quotidienne. Donc, face à cette situation-là, il y a un nombre important d'organismes puis de collectifs qui se concertent pour proposer des initiatives qui s'inscrivent dans un processus de sécurisation alimentaire. Donc, en 2016 a eu lieu l'initiative de quartier Nourrir la Pointe, qui a été qualifiée de utopie réalisable. Donc, c'est basé sur une vision et des objectifs communs entre les organismes du quartier pour, à long terme, arriver à nourrir les habitants de Pointe-Saint-Charles à travers un écosystème d'initiatives. Dans le cadre de ma recherche, je me concentre sur l'initiative expérimentale de la Fermette 2020. Donc, la Fermette 2020, ça s'inscrit dans un projet à long terme de créer un pôle alimentaire de quartier, finalement. Puis, elle correspond à un projet qui vise à répondre aux besoins et aux aspirations des résidents de Pointe-Saint-Charles par une réappropriation collective de l'alimentation. Donc, le projet prévoit intégrer les différentes composantes d'un système alimentaire local. Donc, ça englobe la production, la transformation et la conservation, la distribution puis la mise en marché et la gestion écologique, avec un volet de mobilisation puis d'éducation populaire. Le projet est développé par le comité Fermette, qui lui est composé de groupes qui travaillent en concertation puis qui partagent leurs expertises autour d'une vision commune. Donc, ces groupes-là, ça englobe Action Gardien, qui est la corporation de développement communautaire, le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles, le collectif 7 à nous, qui est porteur du projet du bâtiment 7, l'épicerie autogérée Le Détour, puis le cercle jardin du bâtiment 7. C'est donc un projet de quartier qui va prendre place sur le site du bâtiment 7. Donc, ma question de recherche, c'est la suivante. Dans quelle mesure un croisement entre l'approche du design pour l'innovation sociale et l'approche territoriale peut favoriser la concrétisation d'initiatives collectives pour la justice sociale, environnementale et alimentaire? Puis, j'ai des sous-questions. Donc, c'est identifier les savoirs, actions ou co-réflexions qui sont mobilisés pour le projet et déterminer dans quelle mesure ils peuvent favoriser le développement du projet, donc en identifiant différents indicateurs. Déterminer les différentes contraintes auxquelles le comité est confronté pour réaliser une première phase du projet, puis comprendre comment le développement du projet contribue à la justice sociale, environnementale et alimentaire. Donc, pour répondre à ma question, j'ai eu l'occasion de m'impliquer au sein de différents cercles et comités
autant au bâtiment 7 qu'à l'échelle du quartier depuis le début de l'automne, puis plus spécifiquement dans le comité Fermette, à travers une démarche qui est engagée et participative. Je tiens aussi un journal de bord pour documenter mes observations. Puis, je suis présentement en train de réaliser des entretiens auprès des membres du comité Fermette qui est impliqué dans le processus de co-création du projet. Puis, le cadre opératoire qui va guider mon analyse, il s'articule autour de 3 grands concepts, soit l'autonomie, la co-création et l'innovation. J'en suis à définir ces concepts-là, puis identifier plus spécifiquement mes indicateurs et mes variables. Mais il s'agit de 3 concepts, je pense, qui se situent vraiment au croisement entre les 2 approches auxquelles je m'intéresse, mais aussi entre la théorie puis le contexte micro-local de l'initiative que j'étudie. J'avais préparé une citation de conclusion, mais je vais la garder pour la table de discussion à la fin. Puis sinon, c'est un aperçu de ce à quoi va ressembler le projet de Fermette pour nous inspirer. Puis sinon, je pense qu'un des défis de ma recherche, c'est d'étudier un projet qui est en construction, parce que je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, personne ne le sait en fait, donc c'est un gros défi quand même. Mais sinon, je pense que la créativité, on l'a dit à un dernier colloque récemment, je pense que c'est un élément qui est important aussi pour faire face aux enjeux actuels, autant à l'échelle des communautés que plus largement. Voilà.